Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie d'Olivier d'Artigol et de Gilles-William Goldnadel. Je vous ai un peu coupé au milieu du guet quand on parlait de cette attaque. Effectivement, Emmaël vient de le rappeler. L'intersyndicale rencontrera peut-être demain Éric Dupond-Moretti. En tout cas, c'est le souhait du ministre de la Justice. Où est-ce que ça peut aller comme ça ? Je ne sais plus lequel d'entre vous tout à l'heure disait on espère que ce ne sera pas un dossier mis sur la pile et qui, à un moment donné, voilà, alors qu'on a des, vous le disiez Olivier d'Artigol, des voitures d'un autre temps, de l'armement qui ne correspond pas, c'est des armes de poing contre des armes de guerre. Qu'est-ce qui peut bien se passer demain ? C'est difficile à dire. Des décisions. L'exécutif a d'ores et déjà annoncé un plan sur le narcotrafic. Oui. Il faut donc que ce soit à la hauteur, calibré aux vrais enjeux. On ne mène pas une guerre aujourd'hui avec les outils d'hier. Premier élément. Deuxième élément, nous verrons quelle réponse est donnée c'est même pas des revendications, c'est à ce que nous disent les agents de la pénitentiaire pour améliorer leur sécurité. Il y a des choses concernant les conditions de travail, mais leur sécurité. Ils proposent, par exemple, c'est du bon sens, je l'ai dit tout à l'heure, pour les extractions des voitures banalisées. Ils proposent que la hiérarchie pour faire appel à une escorte ou pas, vous savez, ce détenu était sur l'échelle 3. Sur 5. Oui. Bon, ils disent, est-ce qu'on ne peut pas renforcer ? Mais il y a eu un désengagement de moyens régaliens, c'est-à-dire la police et la gendarmerie qui accompagnaient un plus grand nombre d'extractions et d'escortes. Ça n'est plus le cas. Tout ça a été détricoté. On s'est désarmé d'une certaine manière. On est avec Frédéric Ploquin, grand reporter, écrivain, auteur notamment de Les narcos français brisent l'omerta. Ça a été publié en 2021 chez Albin Michel. Bonsoir Frédéric Ploquin. Bonsoir. On ne présente surtout pas ce soir Mohamed Amra comme une rockstar du narcotrafic, c'est pas le sujet. Mais ce qu'on remarque, c'est que cette façon de procéder, extrêmement rapide, extrêmement efficace, on voit le 5008 Peugeot foncer avec précision sur le camion pénitentiaire de façon à le bloquer. Tout ça, Frédéric Ploquin, c'est digne du système mafieux. Écoutez, ce sont des méthodes, des pratiques et une organisation qu'on avait l'habitude de voir avec le grand banditisme français pendant des années, où il y a eu une série comme ça, une très longue série d'évasions, que ce soit par hélicoptère, par arrachage de portes ou de cette façon-là aussi, mais à chaque fois, c'était relativement bien calibré, mais ça ne se traduisait pas extrêmement rarement par des morts. Là, on passe à autre chose, c'est-à-dire que on a l'impression que c'est tout à fait à l'image de ce jeune narco-banditisme, et comme vous le notiez tout à l'heure, il ne s'agit pas d'une star, mais il ne s'agit même pas d'un baron quelconque de la drogue. On pourrait s'attendre à ce genre de déploiement de force pour un Pablo Escobar ou pour un grand mafieux italien. Oui. Là, vraiment, on a affaire à la moyenne, à quelqu'un qui est tout à fait dans la moyenne, mais qui n'est pas du tout un calibre, un caïd du grand banditisme. Juste un chef de bande, un chef de gang. Donc ça signifie, c'est la première chose qui me vient à l'esprit, ça signifie vraiment que ces méthodes un peu ultra-violentes à la mexicaine sont vraiment en train de se banaliser dans le pays. Est-ce que c'est une méthode marseillaise ? Parce qu'on sait qu'il était originaire de Marseille, et puis comme on le sait maintenant depuis quelque temps, ce trafic à Marseille se déploie sur toute la France, et là en l'occurrence, ils étaient en train d'agir en Normandie. Écoutez, en fait, lui, d'après ce que je crois savoir, il a plutôt fait ses armes du côté de Rouen et Dreux, et la justice le soupçonnait d'être allé jusqu'à Marseille pour régler son compte à justement un trafiquant de rouet qui probablement s'était rendu, on va dire, coupable d'une escroquerie dans le cadre d'un go-fat. C'est un peu vers ça qu'on se dirige. Il n'a pas encore été condamné, mais il était soupçonné de ça. Donc ça signifie bien que les méthodes marseillaises se sont largement divulguées et développées sur tout le territoire, et qu'aujourd'hui, ces arrosages massifs à la Kalachnikov, cette façon à bout portant, on l'a vu, on le voit, ils sortent de la voiture, ils tirent pratiquement à bout portant, c'est-à-dire qu'ils ne perdent pas de temps, ils veulent pas, il n'y a pas de sommation, on n'est pas là en train d'éviter des morts, on tue pour que l'opération réussisse le plus vite possible.
c'est un petit peu ce qui nous fait redouter. Vous savez, il y a une commission sénatoriale qui a rendu son rapport aujourd'hui sur le narcotrafic, et précisément l'un des axes abordés, c'est ça, c'est cette espèce entre guillemets d'expansion des méthodes, on dit marseillaises, mais là on se rapproche quand même de ce qui se passe en Amérique latine. Je rappelle qu'au Mexique, des morts et des scènes comme celle-là, il y en a absolument tous les jours. Donc on est en train effectivement de basculer, mais ça c'est pas d'aujourd'hui. Ça a commencé par tout un tas à Marseille d'arrosage de cités, de quartiers, où il s'agissait absolument même pas de viser quiconque, mais de terroriser. Donc on est vraiment dans une espèce de naissance d'une espèce de on pourrait presque dire narcoterrorisme, même si le mot est un peu fort, mais ça ressemble à ça. C'est-à-dire disons-le. On ne réfléchit pas. Une dernière question, Frédéric Ploquin. Toute cette opération nécessite de l'argent. Vous parliez tout à l'heure d'hélicoptères. Là, il y a plusieurs véhicules, il y a des armes de guerre, etc. Il faut le rappeler pour les auditeurs, Frédéric Ploquin sur Europe 1, c'est l'argent de la drogue. C'est l'argent des consommateurs. Je suis pas en train de stigmatiser quiconque, mais faut quand même le dire, ça, Frédéric Ploquin. Écoutez, une opération comme celle-là ne se monte pas sans un certain magot. Je veux dire, les camarades de ce garçon ne vont pas le chercher, ne risquent pas leur vie pour aller le chercher s'il leur a pas promis des sommes colossales. Et si lui-même ne dispose pas d'un butin de guerre suffisant à la fois pour organiser cette opération, cette évasion, mais pas seulement, parce qu'en fait, c'est la suite qui va coûter très cher. Si vous voulez, à partir du moment, à la limite, le moins cher, c'est l'opération à laquelle on a assisté. Mais une cavale, ça demande des milliers et des milliers d'euros, et plus vous êtes recherché, plus la cavale va coûter cher. Et donc là, effectivement, c'est l'argent de la drogue, tout à fait. C'est l'argent du consommateur aussi. C'est celui qui va acheter. Absolument, c'est une opération, absolument. Donc cet individu, effectivement, est un acteur apparemment un acteur, c'est même sûr, du trafic de stupéfiants, et s'est constitué sous son magot sur la vente de produits, sur l'exécution de missions pour le compte de gros trafiquants. Question d'Olivier d'Artigol pour vous. Non, mais c'est un témoignage et un décryptage important, parce qu'il faut bien montrer qu'on a changé de monde. Nous ne sommes plus avec Francis le Belge, avec Tani Zampa, dans l'époque des trafics marseillais, avec, j'ai envie de dire, c'est pas pour leur rendre hommage, loin s'en faut, mais il y avait dans ce milieu des choses qu'on pouvait faire et d'autres qu'on ne faisait pas. Je veux pas parler on ne tuait pas. Oui, mais un agent de la pénitentiaire disait aujourd'hui, avant, il y a encore 20 ou 30 ans, ça pouvait se passer différemment. Aujourd'hui, on va se faire rafaler. C'est ça. On va se faire rafaler. Gilles-William Goldenberg. Oui. Non, mais pardon, je voudrais surtout pas invalider ton point de vue, Frédéric. Sans J'ai l'impression qu'il y en a qui se connaissent. Là. Ah oui. Ça nous rajeunit pas. Non, mais c'est on parle de l'un des plus grands spécialistes de la question, mais je crois pas qu'on puisse découpler son analyse professionnelle de la sociologie de la jeunesse d'aujourd'hui et de l'ensauvagement des banlieues immigrées, pardon de vous le dire. Le narcotrafic qui tombe pas non plus du ciel. Donc voilà. Et pour ces deux membres de la pénitentiaire là, il y aura pas d'émeute. Frédéric Ploquin, réponse. Il y aura pas d'émeute, mais je pense que le mouvement de colère va être extrêmement important dans les prisons, et à juste titre. Parce que là, je rappelle quand même que ce petit fourgon, cette fourgonnette, en fait, c'est même pas un fourgon blindé, hein. C'est une vague fourgonnette dans laquelle on transportait cet individu qui effectivement n'avait été condamné jusque-là que pour vol, mais qui qui avait été incarcéré pour un autre motif puisqu'il s'agissait d'un meurtre. Et donc là, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose la mesure du personnage n'a pas été prise. Alors il y a peut-être il a été mis en examen pour séquestration ayant entraîné la mort. Hein. Parmi 10. Oui, mais la manière dont il est transféré. La manière dont il est transféré, en fait, est plutôt liée à sa dernière condamnation pour vol. Oui, c'est ça. C'est pas adapté au personnage, au profil. Non, voilà, un grand caïd, je veux dire, pour le transporter, vous mobilisez normalement ce qui s'appelle les iris, c'est-à-dire les forces de l'ordre intérieures à la pénitentiaire, et ça n'a rien à voir avec l'équipage qui avait là. Et c'est ça l'escorte. Et vous arrêtez pas un péage. C'est ça l'escorte de catégorie 5, c'est ça, Frédéric Ploquin? Absolument, absolument. C'est un camion blindé avec des motards, avec voilà. Donc là, on a l'impression que la mesure n'a pas été prise, et je pense qu'il va d'ailleurs y avoir certainement une enquête. Il devrait y avoir une enquête sérieuse sur ce point-là,
pourquoi tout ça n'a pas été transmis à temps, pourquoi est-ce qu'on n'a pas calibré, on va dire, les moyens de transfert au niveau du personnage. Merci beaucoup Frédéric Ploquin d'avoir été avec nous. Chez Albin Michel, on peut lire Les narcos français brisent l'omerta. Et puis, puisque vous le mentionnez, je répète que tout à l'heure à 20h10, notre invité sera Jérôme Durin, sénateur socialiste de Saône-et-Loire. Il préside la commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic en France, alors que justement, il y a eu la proposition de la création d'un parquet national anti-stupéfiant. Est-ce que ça va servir à quelque chose, ce parquet national anti-stupéfiant, messieurs? Gilles William de Goldendale. Écoutez, mais je voudrais pas que vous pensiez que ce soit obsessionnel, mais encore que ce soit une saine obsession. Je veux bien qu'on crée tous les parquets du monde, et d'ailleurs, ça n'est pas une mauvaise idée de se spécialiser. Mais pardon de le dire, il y a la répression, elle ne peut être que judiciaire, et la prévention, elle passe par la limitation de l'immigration. Mais le narcotrafic, sortez de ça, il n'y a rien. Et j'aurais souhaité que Frédéric Ploquin me réponde à ça. Le visage du banditisme a changé. Le banditisme corse n'a plus rien à voir avec le banditisme des banlieues aujourd'hui. Il a répondu là-dessus, ouais. Et notamment Olivier d'Artigol. Mais est-ce qu'il faut faire comme au Salvador, par exemple? Est-ce qu'il faut faire des prisons à taille XXL avec des prisonniers qui sont nus, qu'on sort à 3h du matin pour leur faire la promenade, pour leur apprendre avec des méthodes quand même border en pour notre français. pays, on a vu que le parquet national antiterroriste avait quelques résultats. Donc les deux sénateurs ils ne sont pas les seuls. Des magistrats le proposent aussi. Sur cette proposition d'un parquet national anti-stupéfiant. Moi, ça me semble être quelque chose d'important, de nécessaire aujourd'hui. Recalibrer aussi les missions de l'OFAST. On a un office anti-stupéfiant, mais qui n'a pas les moyens de ses missions. J'ai souvenir du débat qu'on a eu sur la police judiciaire. Je ne sais pas si vous en souvenez. On a besoin de moyens pour des enquêtes au long cours et non pas une départementalisation. Je ne veux pas rentrer dans les détails mais la police judiciaire a été mise à mal. Donc il y a bien évidemment des moyens de politique publique renforcés qui peuvent agir sur le réel. C'est ce que ça me rappelle. C'est pas pour taire d'autres dimensions, mais déjà on peut appuyer sur ces leviers. Et après on va aller plus loin, parce que d'accord, on peut lier à l'immigration, mais on va le lier au Qatar aussi. On va lier au Qatar, à nos amis qataris, dont tout le monde sait aujourd'hui que c'est la banque du blanchiment des narcotrafiquants. On peut parler avec certains... oui, mais ça a été un proxy qui nous permettait de parler avec le Hamas pour la libération des otages aussi. Voilà, exact. Alors comment on fait, Olivier d'Artigol? Mais comment on fait? On se bouche le nez. Voilà, ça pue. Et donc... Ça pue, et donc du coup, il n'y a plus de négociations avec le Hamas. Enfin, pour l'instant, les négociations, elles n'ont pas grand-chose. Hein. Mais, pardon de donner un point de vue aussi de professionnel. Tu peux avoir des enfants d'immigration qui sont matons, tu vois. Oui, qui sont agents d'un pénitentiaire. Et comment, bien entendu. Qui s'appelle Mohamed. Bon, les amis, c'est une précaution superflue. On reprend le débat dans un instant. Ouais. Je voulais juste vous signaler que Sophie et les copains, Sophie Davant, vous attend tous les jours sur Europe 1 de 16h à 18h. Vous participez dans la bonne humeur au grand jeu d'Europe 1, aidé par sa bande de copains et son invité avec demain mercredi, Alizé Cornet, qui vient d'annoncer qu'elle arrêtait sa carrière de joueuse professionnelle à l'issue du prochain Roland-Garros, Europe 1 radio officielle de Roland-Garros. Et puis, justement, elle publie un roman qui s'appelle « Ce qui manque à l'amour », publié chez Albin Michel. Dans un instant, la suite d'Europe 1 Soir. Restez avec nous.